Sangye Chö Tang Tsoge Cho Namla Chungchu Parantu Dani Kyapsu Chi Dagi Jin Tsoge Pe Sunam Ki Drola Penchir Sangye Do Barai Sho. Voilà. Alors, merci encore d'être ici pour cette leçon, Sanctum Lam, leçon 5. Leçon 5 ne signifiant pas qu'on fait qu'une seule strophe, parce qu'aujourd'hui, strophe 5 et strophe 6. C'est normal parce que c'est lié à la branche de l'offrande, et l'on voit qu'il y a un développement assez conséquent d'ailleurs de toutes les offrandes possibles et imaginables qui vont être présentées au Bouddha et aux filles et fils des Bouddhas, des vainqueurs. Vous voyez, chaque fois, je remettrai au début le selche, c'est-à-dire la structure du texte, et ça va nous aider à bien comprendre. Et c'est pour ça que vous voyez qu'ici, se sont rajoutées la branche des offrandes avec les offrandes surpassables. Après, nous aurons les offrandes insurpassables, etc. Et donc, à la suite, cette partie-là risque de devenir de plus en plus conséquente, bien sûr, et ça finira par faire en tout cas 2-3 pages. Et donc, hop, alors après, je le mettrai peut-être en annexe. Je ne sais pas comment faire, ou alors je mettrai juste l'endroit où on se trouve. Il faudra trouver une astuce, parce que c'est toute la table analytique, bien sûr. Bon, il y a le temps de réfléchir. Donc, 2 strophes aujourd'hui, avec ici, d'une manière plus condensée, c'était juste histoire de garder, de faire qu'il n'y ait pas non plus, ça passe pas sur une page 2 et puis voilà, ça décale de tout. Donc ici, une analyse assez succincte. Quoi, c'est pas vraiment une analyse ici, c'est juste un aide au repérage. Donc assez succinct, alors que bien sûr qu'on pourrait toujours affiner. Hein, ça c'est toujours la taille du zoom que l'on utilise pour regarder un texte. Typique, ici, on pourrait considérer que, par exemple, ici, ça mériterait d'être considéré comme une particule. On n'aurait pas tout à fait tout tort, mais comme on sait en tibétain, à un moment donné, et surtout pour les nominalisateurs, ils peuvent finir par faire partie du mot lui-même. Ce qui fait qu'il y a toujours soit la possibilité de le voir comme pur nominalisateur, soit le comprendre comme faisant partie intégrante, ou intégrale plutôt, du mot. Ce qui a été plutôt le choix ici. Et aussi parce que, voilà, vous faites partie du groupe des avancés, on va dire, et qu'il y a des choses qui sont devenues évidentes pour vous aussi, maintenant. On va commencer notre travail, qui est toujours le même, et qui consiste en une lecture réfléchie, c'est-à-dire lecture où vous, en même temps vous lisez, et en même temps vous savez ce que vous dites. Disons que c'est l'idéal, c'est là vers quoi on va, on est bien d'accord, ça c'est notre but. Et pour ça, on a besoin autant de lecteurs, de lectrices que d'auditeurs, d'auditrices. Le travail se fait dans les deux sens. On a bien vu le rôle absolument important, fondamental, de l'oralité. Ça, c'est sûr que c'est important. Parce que l'oralité, d'une part, ça nous permet de préciser notre prononciation, mais ça nous permet aussi d'apprendre à entendre et d'apprendre à comprendre ce qui est dit. Et les deux sont absolument nécessaires. Donc voilà, après ce petit laïus, donc la question traditionnelle, qui c'est qui s'y colle? Donc il y a quelqu'un qui va faire, des mains se lèvent, c'est super, Tsering a été très rapide. Et Sylvia aussi, voilà, on a Sylvia, Evelyne et Tsering. Donc Tsering et bonjour Savina qui nous rejoint. Il y a aussi la petite vignette d'Annie qui est pas loin, je crois, Animada. Donc voilà, on va faire Tsering, Evelyne, Sylvia et 3 moments de lecture. Donc vous lisez la totalité. Le but, encore une fois, est d'en faire vraiment un travail d'écoute consciente. Donc ça veut dire que, à la rigueur, vous fermez les yeux, vous faites comme vous voulez, mais idéalement, la personne qui lit sait ce qu'elle dit, et nous, on comprend ce qu'elle dit. C'est ça le but. Puis après, on rentrera dans le détail. Alors, Tsering, on t'écoute, et tu lis tranquille, et tu essayes vraiment d'avoir un rapport conscient à ce que tu es en train de dire. Veto, Dampa, Krangwa, Dampa Dang, Silnien, Namtang, Chumpe, Tuchu Tang, Narne,
chotang, doupe, dampayi, yelwa, tetam, lani, chepargi. Ok. Mhm. Il y a eu des moments où pour moi c'est un petit peu difficile au niveau de l'audition de repérer ce qui est dit, parce que j'ai vraiment fermé les yeux, et du coup on reprendra après des petites précisions au niveau de la prononciation qui valent la peine. Mais bien sûr, globalement, c'est déjà très bien, hein, franchement, parce qu'il y a de l'aisance dans la lecture, donc ça c'est une bonne chose. Alors, Evelyne, deuxième lecture. Métoc tampa, gainois tampatang. Sinyen namtang, choupe douchang chotang. Marme chotang, doupe tampaye, gelwa tetak lani chepargi. Intéressant. Intéressant parce que moi j'ai entendu que tu essayais de proposer une lecture en prose dans quelque chose d'assez versifié, ce qui est pas mal. Alors après, même problème qu'avec Tselling, c'est-à-dire il y a des mots que si je ferme les yeux, je les comprends pas parce qu'ils sont trop éloignés de la prononciation qu'il faudrait pouvoir développer. Mais tout ça, c'est normal. On va les reprendre après. Pour l'instant, je dis rien parce que comme ça, je vous laisse patiner un peu. C'est très bien pour que vous-même vous puissiez vous dire tiens là, j'ai entendu un truc bizarre ou pas. Mais on verra après. On verra après. Alors Sylvia, voilà, troisième lecture. Métoc tempa chengwa tampatang, sinyen namtang jupe tukchodang, marme chotang tukpe tampayi, gelwa tedak lani chopargi. Ok, alors toujours bien vraiment sur l'aisance, vous trois d'ailleurs, hein, et je pense que c'est le cas pour la plupart d'entre vous, donc c'est pas là où ça pêche, c'est plutôt sur quelques précisions au niveau de la prononciation quand même. Là, il y a un gros bloc qui est pas clair pour vous trois. Il n'y a pas que ce bloc d'ailleurs. Ici, une chose qui me frappe, quand on parle de Tengwa, c'est Tengwa, Tengwa. Tengwa, c'est tout simplement parce qu'on écrit Paratata Dembu Tenga Teng, Tengwa. Donc, il faut vraiment que vous disiez Tengwa. Pourquoi? Parce que Tengwa, ça veut dire le rosaire. Et moi, si j'ai les yeux fermés, si j'entends Tengwa, si j'entends Drengwa, si j'entends pas le rosaire. Hein. C'est comme si vous dites pain, et puis plutôt que de dire pain, vous dites faim. Donc, que vous vous rendiez compte de l'importance des tons, par exemple, ou de certaines prononciations. Parce que vraiment, on peut manquer sa cible. Hein. Alors évidemment, vous avez, si quelqu'un vous dit j'ai acheté 2 kilos de pain, bon, ok, vous comprenez que c'est 2 kilos de pain et pas autre chose. Mais si il vous dit le pain, bon, en plus le, là, bon, vous me direz. Ok, mon exemple a était peut-être pas le meilleur. Mais, quoi qu'il en soit, ici, c'est Tengwa. Et Tengwa, c'est Tengwa. Tengwa. Après, des choses comme, alors, Sinyen, ça passe. Après, ici, attention, hein. Tchouk, c'est tchouk. Payata chashapku tchouka sa tchouk, tchoukpa. Hein, c'est tchoukpa. Tchouk, tchouk, c'est aussi en tibétain, tchouk, c'est aussi quelque chose qu'on étale. Par exemple, tchouk, par exemple une pommade, ça fait penser aussi à ces poudres d'encens hein, qu'on pourrait étaler. Hein, tchouk. Et ici, douk, cho. Attention au cho à l'expirer. Hein. C'est pas encore complètement acquis là. Mao chanaro choka cho, duk, cho et duk. Ça, c'est duk, duk, niduk. Quand vous dites le parapluie, c'est niduk. Hein? Dukar, si vous dites dukar, l'ombrelle blanche, vous dites dukar. Vous dites pas tukar, vous dites pas autre chose. Ça, c'est vraiment duk. Et là, il y avait assez peu de précision là-dessus. Mais bon, c'est normal, vous la découvrez aussi. Hein. C'est pas non plus des critiques, c'est juste vous dire, c'est plutôt vous inviter à vous dire, tiens, ok, là maintenant, c'est important de vraiment soigner la prononciation. Après, doupe, hein, doupe, peu, l'encens, doupe. Doupe, c'est le doupe,
Hein, si vous allez en Inde, eh bien, c'est même un nom d'encens, Dhup. Donc, Dhup. Et attention à ce mot ici, tampa, tampa, tamatam. C'est un ta, troisième ta dans la grille des 30 lettres, et c'est un ta expiré bas. Donc tampa, tamatam. Tampa pour dire saint, pour dire excellent, pour dire sublime. Hein. Cho pour dire sublime plutôt, tampa pour dire excellent. Bon, bref. Et sinon, pour dire saint, Tampe Lama, hein, Saint Lama, Tampe Chu, le Saint Dharma, hein, ça c'est très fréquent. Tampe Chu. Mais quand vous dites Tampe Chu, c'est Tampe Chu. C'est Tampe Chu. Voilà, faut vraiment continuer à essayer d'être soigneux sur la prononciation. Mais à part ça, très bien. Donc, après avoir dit tout ça, on se refait un petit passage. Donc, qui lit maintenant la strophe en faisant très attention à tout ça? 3 personnes différentes. Très bien, Richard, vas-y. Et Dominique. Alors voilà. J'ai peut-être pas vu d'autres mains, hein. Vous relevez la main encore, il n'y a pas de problème. Ah, et Savina, très bien. Donc, 3 lectures. Donc, de nouveau, même exercice, on t'écoute, Richard. Metok Tampa, Trenwa Tampatong, Sinyen Namtong, Chupe Tuk Choktong, Marme Choktong, Dukpe Tampai, Gerwa Detak, Lani Chepargi. Très bien. Encore un petit peu faible sur le tampa et teta. Hein, teta, ta dembute, tagata, teta. Hein, c'est teta. Voilà. Mais à part ça, ouais, très bien, ça vaut la peine. Je pense qu'on bénéficie de ces remarques. Parfait. Bon, en tout cas, j'ai eu l'impression de plus facilement comprendre. Alors, Dominique, maintenant. Metok Tampa, Chongwa Tampa, Tong Silnien Nam Tong, Chupe Duk Chok Tong, Marme Chok Tong, Dukpe Tampai, Gyalwa Tetak, Lani Chepargi. Très bien. Ici, attention, c'est Cheng, c'est pas Cheng. Hein, c'est bon, bah, c'est pas grand-chose. Hein, voilà. Mais disons que je suis dans mon rôle. Je te signifie les petits trucs qu'il faut. Voilà, mais c'est pas grand-chose. Ok, sinon, très bien. Il y a aussi, je sens chaque fois que vous essayez Meto, Tampa. Après, de toute façon, on reprendra hein, tout ça. Mais de pouvoir faire un peu de lecture en prose à l'intérieur de quelque chose de versifié, c'est pas si facile, hein, parce que des fois, c'est vraiment, ça nous décale, on pourrait dire. Mais c'est pas mal du tout. Alors, il y a qui d'autre qui avait... Stéphane? Oui, Stéphane. Alors, très bien. Metok Tampa, Trenwa Tampatong. Vas-y un peu plus lentement, qu'on ait le temps. Qu'on ait le temps. Reprends et va plus lentement. Metok Tampa, Trenwa Tampatong. Très bien. Silnien Namtong, Chupe Duk Chotong, Marme Chotong, Dupe Tampai, Gyalwa Tetalani, Chepargi. Très bien. Ok, tout à fait. Là, c'était bien sur certaines syllabes où il y a pu avoir des petites hésitations, c'est plus clair. Voilà. Parfait. Très bien. Meto tampa, tengwa tampa tang, sinyen nam tang, chupe du chotang, marme. Si vous pouvez dire marme, là je pense un peu à Dominique, hein, le ra tibétain, marme, pour éviter le marme, si on peut. Marme chotang, dupe tampai, gelwa teta lani chepargi. Voilà. À part ça, c'est pas très compliqué. Le commentaire est beaucoup plus touffu, en fait, que la strophe elle-même. La strophe, elle est assez simple, et heureusement. Alors, le commentaire rajoute des choses, mais c'est plutôt un embellissement de la strophe
qu'une explication à proprement parler. Mais cela dit, dans le commentaire, il y a quand même toujours des choses très intéressantes. Ok, ça pose pas de grands problèmes au niveau de la structure, évidemment. Est-ce que quelqu'un se lance peut-être dans une première petite analyse, on verra ensuite, des deux premières phrases éventuellement, ou de la première, n'importe, histoire qu'il y ait des éléments, voir les... Bon, je vous ai pas posé la question que je vous pose tout le temps, quels sont les éléments évidents qui apparaissent, mais peut-être j'ai tort parce que je me dis que c'est tout évident pour vous, ça l'est ou pas? Quand vous entendez ou quand vous lisez une première phrase comme ça, normalement vous connaissez tout ou pas? Oui? Ouais, ok, très bien. Donc qui me fait une petite analyse là, toute simple? Mais il y a quand même des choses à dire, hein. Ouais, Stéphane, vas-y. Alors, méthode Tampa, donc c'est les fleurs excellentes. Ouais, en fait, ça va absolument. être toute une, comment on va dire, une addition de choses et de choses qu'on va Exactement, exactement. Donc après, on va toujours leur dire excellent ou sublime. Mhm, Méthode Tampa, les mhm. fleurs excellentes. Il y aurait entre guillemets un tang entre les deux qui est pas parce qu'il n'y a pas la place. Exactement. Tremwa Tampa Tang, donc la guirlande, le rosaire, excellent. Absolument. Sinyen, Et le tang évidemment. C'est un Ouais, et, quoi. tout à C'est fait. une addition de choses. Peut-être juste une petite question un peu, non, mais c'est pour t'embêter un peu. La grande différence, parce qu'on l'a vu, entre Tang et Shin, ce serait C'est quoi? qu'ils sont pas liés. Très bien, C'est bravo. juste une addition, une accumulation de choses qui n'ont pas forcément de lien entre eux. Absolument. C'est très clair pour tout le monde, ça? Ça, c'est une chose importante, hein. Parce que là, on est vraiment dans les poires, les bananes, et puis les machines à coudre et les charrues, hein. Donc, ça n'a rien à voir avec rien. Donc, très bien. Inventaire. On pourrait dire qu'on est dans une conjonction de coordination d'inventaire. Je te laisse poursuivre. Sinyen, Nam. Donc, Sinyen, ce sont des petites cymbales. Mhm. Nam, le pluriel. Ouais, Tang, on fait toujours une accumulation de... Voilà. absolument. Alors, c'est là où j'ai du mal, c'est sur la traduction. C'est chupe, du, chotang. Mhm. Donc, bien sûr, toujours une accumulation avec le tang à la fin. Oui, Le duk, cho, c'est une ombrelle, un parapluie. oui. Sublime. Mhm. Ok. Mhm. Mais quel est le lien avec le chupe? Ça, j'ai pas compris. T'as complètement d'accord. T'as complètement raison parce que je me le pose aussi. Et en fait, c'est qu'on a, je sais plus le terme que tu as utilisé, mais ça veut dire que c'est pommadé, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai que ça a strictement rien à voir. Il y a un parapluie qu'on pommade. Absolument, absolument. Je Oui. suis tombée, quand j'ai préparé la strophe, j'ai pris la strophe, je sais plus dans quelle version. Oui. Il n'y avait pas le hagigui. Oui, moi c'est pareil. Je suis surpris de voir le hagigui, je l'ai pas dans... Très bien, intéressant. Il y est dans les Kagumenam. Ah. Oui, il est dans les Kagumenam, mais c'est une autre version que j'ai prise, je crois que c'est ma référence. Mais ouais. Ah oui, c'est intéressant. Franco-tibétaine, Jean-Marc, je crois. Eh ben, écoutez, on va faire la chose suivante. On va faire comme... parce que là, maintenant, vous avez tout à fait ce niveau-là. Donc, on va prendre le commentaire. Et puis, on va voir comment on résout cette question à l'aide non pas de ce que moi je peux dire, etc. De toute façon, voilà, ou de ce que n'importe qui. Mais on va essayer de voir, repérer dans le passage. Alors, là, par contre, à l'écran, forcément, c'est un peu plus compliqué parce que c'est écrit petit par rapport à votre PDF. Donc, j'espère que vous voyez bien malgré tout, ou quoi? Oui, c'est bon? Bon, alors, c'est déjà très bien. Donc, ok, on va essayer de voir parce que si je regarde bien, de toute façon... Ouais, c'est presque tout ce passage, hein, c'est presque tout ce passage qu'a à voir avec la première strophe, hein, parce que en fait, vous avez Meto Tampa, ça on a identifié. Ça veut dire quoi au fait, pour tout le monde? Sublime fleur.
Absolument. C'est pas Après, sacré, t'aimes pas alors, Moi, j'ai trouvé t'aimes pas. J'ai trouvé sacré, pardon. T'as tout à fait raison, t'as tout à fait raison. Mais fleur sacrée, disons. Alors là, on pourrait dire que c'est le côté polysémique de Tampa qui est intéressant, parce que c'est autant l'idée de sainteté, l'idée de sacré, l'idée d'excellence. Alors maintenant, Cho, c'est vraiment très connoté, en tout cas en français, à l'idée de sublime. Donc on peut garder l'idée de sublime. Tampa, c'est vraiment quelque chose de très bien, de très bon, de très juste, de tout ça. Donc, on a là par exemple, dans la traduction proposée, je dis bien traduction proposée, on est toujours là-dedans. Hein. Là, les plus belles fleurs, c'est pas complètement faux non plus, mais on est complètement d'accord que là, on est dans le rendu final. C'est-à-dire, le rendu final, c'est votre liberté de traductrice, de traducteur, qui vous dit, j'évite les redondances, il y a Tampa à chaque fois, donc qu'est-ce qui se fait ou qu'est-ce qui appelle, quand je dis fleur, belle fleur, magnifique fleur, sainte fleur, ce serait très bizarre. Ou fleur sacrée, à la rigueur, mais sainte fleur, ça n'irait pas dans le passage. Vu que on parle quand même de fleurs, on est là dans les substances, rappelons-nous, dans les offrandes surpassables. On n'est pas dans les offrandes insurpassables. Donc on est dans les offrandes véritables. Donc des fleurs magnifiques, de très belles fleurs, des fleurs sublimes, hein, des fleurs excellentes, j'en sais rien. Donc voilà, manière simplement de dire que Tampa se réserve pas ou plutôt on ne réserve pas le mot au sens de sacré, ni au sens de saint d'ailleurs. Hein, c'est plus vaste que ça. Bon voilà, c'est la seule chose que je puisse dire. Donc c'est simplement, bon voilà, Metto Tampa, c'est à peu près clair. On a après, dans le texte, il y a toute une partie du commentaire où on ne retrouve pas les mots même de la strophe. Après, on trouve sil et nien. Ça, c'est intéressant parce que sil nien, pour moi, c'est aussi un peu une découverte. Sinien, dans le tibétain parlé comme ça tous les jours dans un temple, sinien, c'est les cymbales plates. C'est pour ça que je vous ai mis ça dans la liste de vocabulaire. Si vous dites sinien rolmo, c'est les cymbales bombées, sinien, c'est les cymbales plates. Mais rolmo, ça veut dire aussi la musique. C'est pas réservé au terme de cymbales bombées. Pas du tout. Et du coup, sil, c'est aussi, c'est assez intéressant parce que sil, c'est aussi l'idée de quelque chose qui est frais, sil, de clair, et puis nien, de agréable à l'audition, de quelque chose qu'on entend. Donc, sinien, ici, par exemple, ce sera, alors ça veut pas dire que c'est toujours très, comment dire, l'ordre, hein, en français n'est pas toujours la même chose. Ici, là, c'est les sons musicaux produits par divers instruments. Pourquoi? Parce que littéralement, effectivement, on parle des da, qui sont les sons, danam, les sons, nyenpe da, si vous dites nyenpe da, c'est les sons agréables. Tout simplement. Donc, nyenpe danam. Donc, sil, tul, c'est comme produire, hein. Tul, c'est comme l'idée de produire des sons agréables, en fait. Alors, voilà. Bon. Ok. Il y a toujours une partie un peu, là, c'est pas tellement énigmatique, mais c'est une partie où après, on va dire que dans le rendu, il faudra un peu décider. Il faudra un peu décider par rapport au contexte qu'on veut dire. Est-ce que signien, ça va vraiment nous faire penser à clochette, parce que c'est aussi une possibilité, ou cymbale? Est-ce qu'on veut utiliser des mots qui vont appeler une image assez claire pour le lecteur? Donc bon, après, ça, c'est des choix qu'on peut faire. Après, voilà, ici, Tishimpe Chukpa. Alors, c'est pour ça que on peut, t'as raison, on peut douter de la traduction. Moi, j'ai pris la traduction d'Elizabeth English, hein, donc je m'abrite un peu là derrière, dans le sens où ça ne veut pas dire que c'est bien de s'abriter derrière, mais c'est pour dire aussi que c'est une des traductions possibles. Ce serait intéressant de voir ce qu'elle dit, par exemple, dans la traduction des Cas du Molam, ou d'autres traductions, il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup. Mais ici, si je regarde vraiment le commentaire, je vois quoi?
Tishimpo. Et Tishimpo, clairement, est-ce que ça vous dit quelque chose, Tishimpo? Odeur agréable. Absolument. Thibaut, t'as bien dégainé. Fais gaffe parce que Stéphane, il a le doigt super rapide. Non, mais c'est très bien, Stéphane. C'est juste, je me permets une petite plaisanterie, mais c'est très bien. Tishimpo. Tishimpo, c'est effectivement Thibaut. C'est les odeurs agréables. Tiwa. Tima kagidu. Quand on dit en tibétain, tiens, ça sent quelque chose. Tima kagidu. On dit tima. Par contre, attention à la prononciation. Ti. Tarata tageguti. C'est pas dri. Si vous dites di, c'est la femelle du yak. C'est pas la même chose. Donc, di shimpo, ça voudrait dire une bonne femelle du yak. Donc, vous n'êtes pas en train de dire la même chose. Ça peut des fois être assez rigolo si on fait ces traductions-là. Mais disons, ti shimpo, c'est vraiment une odeur agréable. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Pour vous, il n'y a plus de secret, évidemment, un gros génitif au milieu de la figure. Donc, ti shimpe chupa. Et ti shimpe chupa, c'est donc un génitif. Donc, génitif, ça veut dire quoi? Déterminant, déterminé. On est bien d'accord. Donc, ça veut dire que le chukpa est déterminé par Tishimpo. Et là, je reviens à mon chukpa, c'est-à-dire à mon ongan. Mais, on va vérifier dans le dictionnaire. Mais à mon avis, c'est aussi un peu comme ça que je procéderais si je dois tout à coup traduire. Je me dis, chukpa, oui, voilà. Admettons que je me trompe pas sur le vocabulaire, on va vérifier. Mais chukpa, pour moi, c'est, ok, chuk. C'est pour ça que c'est aussi bien des fois de parler tibétain, parce qu'il va y avoir tout à coup un exemple de chuk dans conversation ordinaire. Étaler quelque chose, chuk, mar chuk, paleg dans la mar chuk, ça veut dire sur le pain, on étale du beurre, ça sera pareil, chuk. Donc, chukpa, nominalisateur, donc quelque chose qui est étalé, et tishimpo, quelque chose de parfumé. Donc, un ongan, ça pourrait être ça. Alors, payatacha sheku chukachuk. Donc, on regarde dans le dictionnaire, ne bougez pas, le temps de le trouver. Alors, le temps de le trouver, voilà l'illuminator, c'est toujours très très bien. Alors, on dit payatacha sheku chukachuk. Voilà. Alors, chukpa. Chukpa. Alors voilà pourquoi je vous parle d'ongan, parce que on voit. Alors ça, le verbe, vous voyez bien à l'écran? Ouais. Parce que alors par contre, je peux pas utiliser mon stylet, on est bien d'accord. Mais vous voyez que là, on a les formes verbales. Donc si j'appuie là-dessus, on va arriver sur les différentes formes verbales. Mais à part ça, alors, et vous voyez old, ça veut dire c'est un ancien terme, donc ça veut dire qu'il a été révisé, et on voit que le sens, c'est ongan, rub, alors je sais pas tout, mais disons ongan et lotion, ça c'est facile à repérer. Tout simplement, voilà, toute substance utilisée ici pour s'appliquer sur quelque chose, tel que la peau, une crème, une salve, je ne sais pas ce que c'est, mais quelque chose de l'ordre d'un onguent, d'une pommade. And in Indian and Nepalese culture, sindoor, désolé, là, hop, ici, sindoor was a important onguent. Sindoor, sindoor, c'est la poudre rouge, d'accord? Quand vous allez en Inde, le sindoor, c'est une espèce de mélange, c'est comme une espèce de pâte. C'est frappant quand vous allez au Népal, j'en reviens d'ailleurs. Quand on met une tika sur le front, la bénédiction pour les gens avant de partir en voyage, quand vous allez à l'aéroport, vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se sont pris une galette sur le front. C'est juste pour faire un petit gag, il n'y a pas d'irrespect, vraiment. Mais c'est juste parce que des fois, ça fait vraiment des grosses pastilles, mais qui ont la taille d'une grosse pièce de 5 francs, en tout cas suisse, donc qui sont assez volumineuses. Donc, c'est vraiment une pâte. Et c'est fait avec du sindura, c'est-à-dire avec une poudre rouge. Et alors, je ne sais pas si c'est particulièrement odorant, mais disons, tout ça,
fait largement penser à une poudre pour rendre joli, etc. Quoi. Bon, bref, on a assez d'éléments pour penser qu'on parle d'un onguent odorant. Donc à partir de là, et c'est très intéressant, à partir de là, moi je pourrais quand même, en voyant le commentaire, me dire qu'il y a une petite erreur dans la traduction. C'est-à-dire qu'on a oublié un élément. On a oublié les onguents, a priori. C'est-à-dire que, mais alors maintenant, ça règle pas le problème. Hein. C'est-à-dire, pourquoi mettre un génitif ici? Ça, je sais pas. Donc, vaudrait peut-être mieux qu'il y soit pas. Parce que s'il y est, ça complique le sens. Parce qu'un parasol onguent, ça le fait pas, quoi. Disons, ou étaler un parasol sur... là, ça va être compliqué de trouver un lien entre les deux. Alors que, Sinyen Nam Tang, Chukpa, Ducho Tang, et puis là, on comprend. Donc, je pense, bon, voilà. D'ailleurs, ici, on a les onguents. Donc, dans la traduction, je pense que la traductrice, elle s'est dit, Elisabeth English, elle s'est dit, là, on enlève le Hagigui. Pourtant, le Hagigui, cette version du texte, vient de sa version. Donc, elle a travaillé sur cette version. Je pense pas qu'elle ait travaillé seule, hein, comme souvent on travaille avec un Kempo, on vérifie les choses. Maintenant, je m'explique vraiment pas le génitif. Alors, à moins que ce soit une fonction, aller gratter peut-être dans le clair miroir, une fonction du génitif qui nous permettrait éventuellement, rarement utilisée, de faire une espèce de lien de conjonction. C'est pas impossible. Mais j'ai pas été fouillé jusque-là. Je me suis un peu arrêté. Mais voilà ce qui explique un peu le mystère. Mais ce qui est intéressant pour moi dans la démonstration, c'est de vous montrer comment on peut utiliser le commentaire de manière à éclairer la strophe. Et ça, je pense que maintenant, ces allers-retours entre les deux, ils peuvent devenir assez fréquents pour vous. Et utiles en plus. Vous avez assez d'éléments. Troisième phrase, ça va pas poser beaucoup de problèmes. Oui, vas-y Annie. Juste pour savoir s'il y a un ça à Tchouk, parce qu'il n'y est pas dans le commentaire. Oui, alors, ça, on va dire que ça fait partie des formes verbales, tout simplement. Parce que tu as raison, dans le commentaire, il n'y est pas, parce qu'on va prendre dans le commentaire la version, on va prendre les formes verbales. Hein. Donc j'appuie là-dessus, et puis hop, on a nos formes verbales, et nos formes verbales, c'est ça. On en a 4 pour le verbe étaler, quoi. Hein. On voit la traduction, appliquer, étaler, quoi. Voilà. Donc là, on a 4 formes. Donc la forme qui est retenue ici, c'est la forme future. T'en voir. Comment il procède, Tony Duff? Je crois que c'est passé, présent, futur. Et impératif, la dernière. Donc, ce serait la forme future. Donc, du genre, les pâtes à étaler. Pour laisser entendre l'usage dont on fera de l'onguent, par exemple. Donc c'est traité comme un verbe. C'est traité comme un verbe. Exactement. C'est pour ça que le tchoukpa, j'en parlais comme quelque chose de nominalisé. Parce que, disons un peu par instinct, je l'ai dit. Dans le sens où tchouk, c'est rare d'entendre tchoukpa. Mais tchouk, c'est très fréquent. Parce qu'on étale du beurre sur une tartine, encore une fois, ou plein d'autres choses. Donc, où on fait un massage avec une crème. Donc, c'est vraiment... Maintenant, tchoukpa, ça fait tout de suite penser à un verbe nominalisé. Mais effectivement, il est nominalisé. Voilà. Donc, voilà. Donc, la traduction française, impeccable. La musique, les onguents, les parasols suprêmes. On est bien avec ça. Et puis, je pense qu'on peut enlever le génitif. Mais maintenant, attention. Moi, je suis devenu un peu comme les Tibétains, c'est-à-dire que, et c'est problématique, c'est-à-dire que je me rappelle de nombreuses discussions avec Lama Zangpo où tout à coup on voit une faute parce qu'elle a été peut-être reportée de version en version parce qu'on a gravé avec la gouge les plaques de bois, on a imprimé le texte, etc. Mais par contre, on garde la faute. Pourquoi on garde la faute? Parce qu'on a toujours une espèce de crainte de toucher au texte et de modifier quelque chose qui ne doit pas l'être. Donc là,
disons, si on trouve une autre version dans un autre texte où il n'y a pas le gigui, alors dans ce cas, pas de problème, voilà. Mais si de soi-même on voit une erreur, j'ai rarement vu un Tibétain oser faire la correction. Parce qu'il y a toujours quand même une espèce de suspicion comme quoi, il y a peut-être un sens qui m'échappe, mais bon. Et je dis pas que c'est juste, hein. C'est juste pour évoquer un trait culturel, hein. Donc moi j'aurais tendance, peut-être comme Isabelle English finalement, elle le trouve comme ça, on lui dit écoute, à mon avis c'est une erreur, mais elle touche pas le texte. Donc moi je vais continuer avec cet usage, ce qui est aussi intéressant parce que ça nous permet de faire une espèce d'historique du texte. Si vraiment le sujet vous intéresse, parce que ça peut vous intéresser, vous allez sur BDRC, qui est un site excellent, et pour vous maintenant ça peut commencer à devenir très intéressant, et vous faites une recherche. Le site, je vous avertis tout de suite, c'est pas du tout user-friendly, hein. C'est pas facile à utiliser. Par contre, c'est une bibliothèque hallucinante de tous les textes tibétains qu'on peut avoir envie de trouver à gauche, à droite. Ça a été, sauf erreur, inauguré, ou plutôt initié par Jen Smith, qui était un immense érudit dans les textes tibétains, et c'est la librairie du Congrès américain qui, j'espère ne pas vous dire d'erreur, mais qui, à la suite de l'exil, vous vérifierez tout ça, mais qui, à la suite de l'exil des Tibétains en Inde, se sont dit, tous les textes que l'on peut trouver, on les récupère, on les scanne, et on en fait une base de données. Et donc, cette base de données existe, elle est proprement hallucinante, et vous trouvez des véritables trésors, et vous avez la possibilité, évidemment, de retrouver des vieux scans, ou plutôt des scans neufs, mais de vieux textes, du Songtse Lam, et auquel cas, vous pouvez comparer les versions. Et comme ça, vous apprenez votre métier de futur tibétologue. Bon, je plaisante un peu, parce que les tibétologues peuvent passer à peu près 15 pages pour vous expliquer les différences de versions entre tel et tel texte. Souvent, ça nous passe au-dessus de la tête, parce que c'est pas très utile, là, pour la pratique de tous les jours, mais disons, ça reste intéressant de temps en temps. Là, ça pourrait être typique d'un usage, voilà. Donc, je vous dis, BDRC, vous allez fouiller, et vous verrez, et ça risque de vous intéresser. Voilà. Ok, donc les deux dernières phrases, ça va être très simple pour vous. Qui nous fait une petite analyse? Alors, il y a du monde là. Il y a Marie-Pierre, il y a Dominique. Moi, je veux bien parce que j'avais une question par rapport à... vas-y. Il y a Tsering aussi, il y a Annie, quoi, voilà. Allez, vas-y, Dominique. On continue les énumérations. Absolument. Parce qu'il y a le tang au milieu. Ouais, il y a le tang au milieu. Donc il y a le marmé. Ah, bravo, marmé. Et marmé, ça veut dire quoi, marmé? C'est la lampe à beurre, non? Yes, et pourquoi c'est la lampe à beurre? Parce que c'est le feu et la... Ah oui, non, mais tu vas te faire... Il y a un rat au milieu qui est... Non, Annie a raison. Elle fait de la lumière. C'est pas suffisant, voyons, c'est presque évident, lampe à beurre. C'est le nez du feu. Mais, nez du feu, oui, mais... Le mets. Le mets, bien sûr, c'est le mets du feu. Et le mar, c'est le mar de quoi? Tsering, ouvre ton micro. Sinon, on t'entend pas. Ah non, t'as toujours pas ouvert ton micro. Alors, c'est le beurre. C'est le beurre. Donc, marmé, c'est la lampe à beurre. Mar et mé. Le beurre et le feu. Marmé. Ça, c'est très intéressant comme mot, parce qu'on voit comment les Tibétains construisent leur langue. Et c'est hyper pratique. Encore une fois, je pense que le tibétain est une langue extrêmement pragmatique. C'est des gens pragmatiques, les Tibétains. C'est des nomades, ils doivent partir d'un endroit à l'autre. Tout est pliable, tout est rangeable, on ne s'embarrasse pas du superflu. Donc, mar, mais point, ça fait une lampe à beurre. C'est très simple. Donc voilà. Ok, je te laisse poursuivre. À nouveau,
sublime, précieux. Ouais, sublime, précieux, très bien. Précieux en fameux. Donc tout à l'heure, on parlait des Dukpe, c'est l'encens. Absolument, l'encens. Tampa, donc encore Tampa, c'est l'excellent encens. Absolument. Qu'est-ce que tu fais du ça ici pour Dukpe? Je te préviens, c'est un piège. Mais c'est un piège pour vous toutes et tous. Hein. Ouais, Stéphane. C'était le mot, il est comme ça, c'est tout? Non? Bravo, il n'est pas tombé dans le piège. Et Dominique était en train de tomber dans le piège. Non, j'étais sûre que c'était pas ça n'avait rien à voir avec mes chercheurs. Absolument. Il y a autre chose. Et pourquoi? C'est justement, ça fait partie du mot. Qu'est-ce qui te dit ça? Qu'est-ce qui te fait dire ça, Stéphane? Parce que j'ai cherché et que ça n'existait pas avec juste... Alors, très bien, mais la logique, quelle est la logique derrière qui te le dit? C'est qu'à la fin du vers, il y a déjà un ergatif instrumental. Ça, c'est très bien, absolument. Et il y a un autre élément logique encore plus irréfutable que ce que tu viens de dire, Pierre, Marie-Pierre, parce qu'on pourrait imaginer une chaîne d'ergatif instrumental, au pire, mais il y a un autre argument irréfutable. C'est que derrière Dukpe, il y a un adjectif. Bravo! Absolument. C'est pas s'il y a un adjectif derrière. Donc, si on voulait mettre un ergatif, on le met où? À la fin du groupe de mots. D'accord? Donc ça, c'est très intéressant comme construction logique. Pourquoi? Parce que c'est Dukpe Tampa. Et on voit que se dessine à la lecture comme à la réflexion logique, Dukpe Tampa. Dukpe Tampa, c'est le groupe de mots. Oui, Stéphane, tu voulais rajouter? Et Pe, c'est l'encens. Et Duk, c'est ce qui brûle. Tout à fait. Complètement. C'est pour ça que quand je dis Dukpe, c'est parce que je fais une espèce de groupe comme les Tibétains font un groupe. Dukpe, mais tu as raison. Pe, c'est l'encens. Dukpe, c'est l'encens qu'on brûle. Complètement. Mais disons, ça devient une entité de sens, quoi. Ici, par exemple, l'encens. Bon, voilà. Mais ça contredit pas ce que tu dis. Hein. C'est complètement vrai, hein. C'est clair. Mais voilà, donc Dukpe Tampa, voilà. Alors c'était juste un petit piège, évidemment, mais parce que de temps en temps on est face à ce petit piège. C'est des fois où c'est parfois difficile de se dire ça fait partie du mot lui-même ou ça fait pas partie du mot lui-même. Et il y a souvent une logique qui va nous permettre de le comprendre. Oui? Non? C'est bon? Ouais, non, j'ai cru qu'il y avait eu un micro. Voilà, la suite. Ah non, attends, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Vas-y. Ma question, c'était par rapport au yi, quoi. Ah ben oui. C'est quoi? Comment? Alors ça, c'est déjà à toi de me dire ce que c'est, puis après on verra ce que ça veut dire. Je sais pas. Si, bien sûr que tu sais. Marie-Pierre, elle vient de le dire. Non, mais derrière, c'est la forme... Ouais, d'accord. C'est parce que c'est une forme qu'on voit rarement. Ouais, et c'est la forme quoi, ça? D'habitude, on voit qui ou... Ouais, non, mais disons... oui, non, mais je suis complètement d'accord. Mais là, je monte un peu l'exigence. C'est-à-dire ça, c'est une particule ergative instrumentale qui est morphologiquement variable et qui a donc 5 formes. Et ça, c'en est une. Oui, c'est parce que je me demandais, en fait, parce que c'est la forme qu'on ne voit pas souvent. Ah non, mais alors là, bien sûr, je te donne raison, on ne la voit pas souvent. Et du coup, j'ai pas fait le... Complètement. Non, mais c'est tout à fait normal. Et petit à petit, on apprend à faire le lien. C'est pour ça que refaire le lien, c'est se dire, ok, ça fait partie de cette particule, je me rappelle qu'elle est morphologiquement variable, et je me rappelle que donc, parmi les formes qu'elle a celle-là. Et c'est pour ça que vous avez le lien sur les ressources avec les particules, c'est-à-dire le résumé en fait du clair miroir, mais qui est vraiment un résumé il vaut ce qu'il vaut. Mais je vous ai mis dedans les différentes formes, ce qui vous permet d'accéder de temps en temps. C'est pour ça que ça, c'est pas forcément le genre de choses qu'on va apprendre par cœur. Mais de temps en temps, de revenir
sur la liste des différentes formes, ça vous permet de les rafraîchir. Et puis, ben voilà. C'est comme si vous regardez le clé miroir, après, vous savez que Namara Laki, Dawasaki, Kangagi, par exemple. Donc, vous apprenez, parce que vous regardez 15 fois le truc, que, ben voilà, avec telle lettre, vous prendrez telle forme, etc. Ouais, j'étais partie sur le ça qui, effectivement, pouvait être accolé à quelque chose. Et donc, je cherchais la signification du yi. Mais, de faire tampai. Ouais, tout à fait. Non, je comprends. De toute façon, il y a des petits pièges comme ça qui se glissent. Alors après, ben, comme j'ai souvent l'occasion de vous le dire, c'est-à-dire, plus vous montez en connaissance avec le vocabulaire, plus vous montez en connaissance avec les particules, et surtout les particules, plus par déduction, ben, vous évitez les pièges, en fait. Mais c'est clair que si vous montez le niveau de vocabulaire, plus vous avez un bon niveau de particules, là, il n'y a presque plus de pièges du tout. Ça, c'est certain. En tout cas, voilà. Mais alors maintenant, reste le rôle de l'ergatif ou de l'instrumental. D'abord ergatif ou instrumental, Dominique? Instrumental. Ouais, instrumental. Bon, là, t'es d'accord, Dominique? Oui, tout à fait. Très bien. Donc instrumental. Donc instrumental qui peut se traduire par, Dominique, toujours, vas-y. Vas-y. Qui ou quelque chose comme ça? Par le biais de, à cause de, on est avec, absolument, avec. Hein? C'est quoi? Ben, oui, bien sûr, mais disons, c'est par exemple écrire avec la main. Si vous écrivez avec la main, c'est un instrumental. La main est un instrumental. Richard, d'y voir? Le moyen. Le moyen, absolument. Le moyen, complètement. Le moyen, synonyme d'instrument, tout à fait. Tout ça sont des bonnes façons de faire. En français, on pourrait dire qu'on est, voilà, c'est la différence entre le tibétain et le français. Le tibétain, on va pas chercher midi à 14h, on prend la même particule et puis c'est bon, elle fait office de marque de l'instrument. Donc, si on dit lakpa ki ou lakpe avec la main, et puis si on dit konki, c'est la même forme, c'est la même construction. Et après, c'est nous qui interprétons. Mais en fait, que ce soit il qui est acteur ou que ce soit fait avec la main, ce sera toujours la même construction. Alors que nous, on dira il a fait, voilà, ou alors on dira fait avec la main, fait grâce à la main, fait par la main, fait fait par le biais de la main, quoi. Pardon, Annie? Fait main, on dit tout. Fait main, fait main, absolument. Fait main, c'est très très bon. Et ça serait très intéressant de le construire. Pourquoi? Parce que lakpe chepa. Hein? Lakpe chepa. Si vous dites lakpe chepa, alors là, on utiliserait presque un génitif. Pourquoi? Parce que chepa, le verbe faire, que vous nominalisez, et lakpa, alors fait avec la main. Donc, alors maintenant, est-ce qu'on dirait lakpe pasape chepa ou est-ce qu'on dirait lakpe chepa? Moi, je tirerais vers le lakpe chepa avec un génitif. Mais bon, bref. Mais effectivement, fait main, on peut imaginer ce genre de choses. Comme chaussures cloutées dans Tintin au Tibet, ça m'a toujours frappé. C'est une des premières, voilà. Tintin au Tibet, c'est super bien en tibétain. Hein. C'est vraiment du bon tibétain. C'est vachement intéressant. Une fois, il faudrait qu'on étudie ça, ce serait rigolo quand même. Jean-Luc Oui, Jean-Luc, ça peut aller aussi. Hein. Robert, tout est de toute façon les identités. Hein. Vas-y. Excuse-moi. Il n'y a aucun problème, Evelyne. Vas-y. Alors, Jacqueline, je t'écoute. Donc, Evelyne, dis-moi. L'action, elle est d'offrir, de faire des offrandes. Et est-ce que c'est justement pour faire des offrandes qu'on se sert de tout ce qui est avant? Exactement. Qui est marqué par le yi. Exactement. Bravo. C'est exactement ce que l'on fait. C'est-à-dire, on va faire des offrandes avec. Et c'est pour ça qu'Annie disait avec. Elle avait bien raison. Pourquoi? Parce que c'est l'instrument de l'offrande. Et si on y réfléchit bien, oui, parce que si nous on dit offrir des fleurs, ok, offrir des fleurs. Mais en fait, pour faire une offrande, il va falloir des fleurs.
Donc, en fait, les fleurs sont l'instrument d'une certaine manière de ce que l'on va faire. Hein? Mais en tibétain, vous pouvez aussi dire meto pulgiye. Mais là, vu qu'on est dans quelque chose de versifié, on a besoin aussi de pouvoir rééquilibrer le nombre de pieds dans le vers. Donc, on va mettre ça, qui souvent va nous servir d'équilibrage arithmétique pour arriver à nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est une construction en 9 pieds, donc voilà, on va les trouver. Et on met ça. Mais maintenant, si en tibétain vous dites « j'offre des fleurs », meto pulgiye. Vous dites pas meto ki, mais là, dans un contexte plus littéraire, eh ben oui, vous allez, comme tu viens de le dire, Evelyne, utiliser le yagigu yisai pour dire sépare toutes ces matières ou offrandes que je vais pouvoir faire offrande. Et qu'on trouve à la dernière phrase. Qui fait la dernière phrase? Merci Dominique, au fait. Très bien. Alors, bon. Thibaut, Marie-Pierre, Stéphane. Je peux la faire. Eh ben super, Savina, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas entendu, c'est super. Et bienvenue d'ailleurs. Galwa Teta là. Donc, moi j'ai une question. Le Teta, Ouais. c'est celui-là, C'est ce. On va dire que c'est un pluriel démonstratif. D'accord. Oui. Donc quand tu dis Gelwa Theta, ça c'est le groupe de mots. Ceux-là. À ceux-là. À ces vainqueurs-là. Alors, quand on dit à ces vainqueurs-là, on est obligé d'augmenter la taille du groupe de mots, évidemment. Et puis, quand on veut encore préciser que c'est bien à ceux-là qu'on veut faire l'offrande, et là, c'est aussi une petite astuce pour réussir à avoir notre nombre de pieds, on rajoute le ni. Mais si on n'avait pas besoin de ça, on dirait simplement comme ça. Gelwa Theta la. Ça veut dire à ceux-là de vainqueurs. Gelwa Theta la ni, et je te laisse poursuivre. Chopar dit. Oui. Je fais offrande. Oui, et ça, comment tu me fais une petite analyse de ça? C'est une construction verbale, j'ai l'impression. Absolument. Et en fait, le R, c'est un latin qui Très bien. Qui fait le lien entre offrir et faire. Bravo, c'est très bien. Alors, le R, je préfère le ra, mais bon, disons. Oui. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On a bien compris. Si on prend le clair miroir, on verrait qu'on parle là de synthème verbal. C'est très technique, mais simplement pour dire qu'on crée un groupe verbal, en fait. Tout simplement. On crée un groupe verbal. Donc, che pargi, qui nous permet de faire un groupe de verbes. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir chepa et qui, eh ben, che pargi finit par devenir faire des offrandes. Comme on dit d'ailleurs, faire des offrandes. Donc là, on est vraiment faire des offrandes. Gi qu'on retrouve très souvent, hein. Sonam gi pe, hein. Chanchu partout dans les capsules. Dagi, jinso, gi pe, sonam ki, drola pencher. Vous retrouvez le ki. Ça, c'est un, alors d'ailleurs, ki plutôt gi, hein, parce que paoka, yata gya, gigu gi. C'est plutôt Gi, hein, Sodam Ki. Mais, ou Chopargi. Donc, parfait, voilà. Donc, très simple, hein, du point de vue grammatical, ça pose pas vraiment de questions. Stéphane, je vois que tu voulais lever le doigt. Sur toutes les offrandes qui sont faites, ce sont pas des choses un peu, enfin, je veux dire, prises au hasard, parce que moi je regardais en fait en faisant les traductions, c'était une bonne partie des 10 substances d'offrandes originaires des sutras. Bien sûr, on est en plein dans le contexte des sutras, on peut même aller beaucoup plus loin. On est dans, alors là, c'est tout un chapitre, hein, les offrandes. On peut, et c'est très intéressant, c'est de se rendre compte que toutes ces offrandes vont être, vous avez certainement entendu parler, à Depe Yuntenga,
c'est-à-dire les 5 objets d'essence. Donc je reprends ma phrase, vont être des offrandes que l'on fait aux 5 objets d'essence. Juste une seconde. Ok, c'est parce qu'il y a Agathe qui est en train de partir. Mais on s'appelle après, juste dans 2 secondes. Ok, voilà. Voilà, non, excusez-moi. Oui, donc, de Pei Yun Tenga, les 5 objets d'essence. Donc, alors bon, ça c'est moi qui dis, hein, mais on est un peu dans un proto-tantrisme, c'est-à-dire que le problème dans une vision très hinayaniste des choses, c'est que si je m'attache aux différents objets d'essence, ben forcément, ça va m'enchaîner au cycle des existences. Donc, comment faire pour transformer ça, d'où l'idée du prototantrisme, ça vaut ce que ça vaut, hein, ben, et je vais transmuter l'attachement, et plutôt que d'en faire un attachement pour moi, par le biais de l'attachement, qui me fait apprécier la beauté d'une fleur, je vais offrir la fleur. Pourquoi je vous raconte tout ça? C'est parce que toutes ces offrandes sont des offrandes d'objets sensibles. C'est-à-dire toutes vont répondre à des consciences sensorielles. Conscience sensorielle de la vision, marmé, conscience sensorielle de la vision encore pour les fleurs qui sont aussi conscience sensorielle de... Où est-elle nom de bleu. Tupo, ben ouais, ici on pourrait dire, c'est-à-dire les ongans, bon bref, Chishimpo. Oui, ça on le trouve dans le commentaire, hein, Chishimpo, pour parler par exemple des ongans parfumés, on le trouve dans le commentaire. Donc ça bien sûr, offrande pour la conscience olfactive. On a dit offrande pour la conscience donc visuelle, ça c'est souvent la lumière qui est considérée comme offrande pour la conscience visuelle. On a la conscience bien sûr auditive, signienne, hein, voilà. On a la conscience normalement gustative, là elle apparaît pas, elle apparaîtra peut-être après. On a l'idée d'embellissement avec les guirlandes de fleurs, etc. Là on fait référence aussi à l'hommage, parce qu'on commence par offrir une guirlande de fleurs, on continue à le faire dans la tradition indienne. Donc toute cette tradition des sutras où on va reprendre ces éléments de la vie quotidienne qui sont constitutifs aussi de tous les rituels qu'on va faire dans l'Inde ancienne, mais dans l'Inde contemporaine aussi, on va les retrouver dans ces sutras. Et elles vont chaque fois correspondre à une conscience sensorielle. Donc effectivement, c'est pas du tout par hasard. On pourrait dire que ce sont des offrandes codifiées. Codifiées parce que elles le sont vraiment codifiées. C'est-à-dire que on peut tout offrir, évidemment, mais comme par hasard, on ne parle pas des crins de chevaux. On pourrait. Mais c'est pour ça que quand après on aborde les textes tantriques, on va offrir des choses répugnantes. Et c'est pas par hasard, parce que ça va devenir du nectar. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur les offrandes, parce qu'on va transmuter plus loin. Ok, Evelyne. Oui, dans les offrandes qui sont faites là, elles sont faites aussi pour... ce sont de belles choses que nous offrons, des choses auxquelles on tient. Oui. Et ce qui veut dire aussi que pour que ce soit vrai, alors une offrande, ça fait référence à la générosité qu'on doit développer. Mais la générosité, elle ne peut être que une paramita s'il n'y a pas d'attachement, si elle n'est entachée par rien d'autre que le désir de, même pas, de faire, je sais même pas, non. Les Bouddhas, ils n'attendent pas des choses qu'on leur offre. C'est nous qui devons nous débarrasser de l'idée de donner quelque chose en retour et d'avoir quelque chose en retour. Bien sûr, ici, de toute façon, on est dans l'exercice. En plus, ce sont des offrandes surpassables. C'est comme ça qu'on intitule dans le commentaire. Ce sont des offrandes surpassables. Donc, on va les surpasser. Mais, comme dans tous les textes bouddhistes, on va toujours se référer aux différents niveaux de compréhension. Donc, c'est pour ça que l'offrande, la paramita de l'offrande, est celle qui a été proposée par le Bouddha en premier. C'est pour ça qu'on la met en premier dans la liste. Pourquoi ? Parce que c'est celle qui est la plus accessible.
parce que vous êtes toujours en train de manger un peu de riz et que vous avez la possibilité, puisque vous l'avez en bouche, vous pouvez le donner. Donc, il y a quelque chose d'immédiat dans l'offrande. Il n'y a pas besoin de penser à 15 milliards de choses. Vous avez 3 pommes, vous en achetez 3, vous donnez la 3e à quelqu'un. Donc, c'est immédiat, l'offrande. D'où le fait de mettre en avant l'offrande. Mais ici, il y a quand même l'idée de transmutation. Mais tu as raison, Evelyne, ça va dans le sens de ce que tu dis. On doit apprécier ces objets pour pouvoir les offrir. Et c'est en les offrant qu'on se départit de la saisie. Et c'est comme ça que ça se fait, bien sûr. Et c'est pour ça que l'offrande, elle va nous permettre d'accomplir, bien sûr, de la générosité. Simplement, on est encore dans une perspective, pourrait-on y dire ici, où on accomplit de la vertu. Après, il va falloir se détacher de la vertu. Et pour ça, il va falloir faire intervenir, bien sûr, la vacuité. Mais ça sera après, dans les strophes d'après. Voilà, les amis, on va rester dans les temps, parce que sinon, moi, je déborde, puis après, c'est compliqué. Du coup, on a vu que la strophe 5, et c'est bien normal. Vous avez la strophe 6. Je pense qu'elle va pas vraiment poser beaucoup de questions pour vous. Donc, je suggère que la prochaine fois, je vous fournisse un nouveau support qu'englobera plutôt la strophe 7, voire 7 et 8, etc. Puis on continue comme ça. OK ? Donc, je vous laisse la 6 pour vous. Ça ne veut pas dire qu'après la prochaine fois, on ne puisse pas prendre un temps de questions-réponses sur ce que vous aurez travaillé. Et puis, essayez de faire ces allers-retours avec le commentaire. Je pense que maintenant, vous avez le niveau. Ça vaut vraiment la peine. OK ? On termine avec une dédicace. Sonam di tamche zikbani tomne nyepe dranam pamjen kegana chimbalak tupai sipe tsole do waraishu. Voilà les amis, merci beaucoup. Allez, belle journée. Je laisse la session ouverte et à bientôt. Bye bye. À bientôt.